Merci tout le monde de participer excusez, au webinaire sur les changements au niveau du para-athlétique. De plus en plus, on a dans nos compétitions des athlètes en para et comme on est intégré, fait qu'il faut commencer à penser à pouvoir appliquer les règles. Dans certains cas, vous allez voir dans la présentation, c'est un peu similaire aux règles de la Fédération internationale d'athlétisme, le livre de l'IAF. Vous allez voir, il y a pas mal de similitudes au niveau de les changements commencent à venir là, pas mal identiques. Fait que, on va débuter. OK. On peut faire le survol général, les règles de compétition des officiels, les règlements puis des épreuves pistes et concours. Et un des éléments qui est important, c'est tout le temps la sécurité avant tout là, dans toutes nos épreuves, là, mais surtout dans certaines épreuves qui sont plus problématiques, là, qui peuvent être dangereuses pour les officiels et les bénévoles, et même les athlètes, dans certains cas. Les règles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l'exception du cordon. Vous allez voir tantôt ce qu'on appelle le cordon, c'est surtout pour les athlètes avec un handicap, les aveugles, là, les T11, le nouveau, la nouvelle attache ou le nouveau cordon qu'ils ont entre le guide et l'athlète lui-même. Ça, cet règlement-là, il a été effectif depuis le 1er octobre 2018. Plusieurs changements ont été faits en fonction de la mise à jour de l'IAF. Comme je disais tantôt, vous allez voir pas mal de similitudes. Certains changements sont d'ordre administratif. On va les passer. Et dans la présentation, on ne fera pas aucun tour là, au niveau des compétitions intérieures ou une course sur route ne sont pas inclus là-dedans. Comme je disais John tantôt, sur les questions à la fin, on va y revenir par rapport à ça. Au niveau des dossards, dans les championnats canadiens, là, la plupart dans les compétitions provinciales, on n'a qu'un seul. Mais ou deux dans certains cas, là, dans les championnats provinciaux, là, mais dans la plupart des cas, on n'a qu'un seul dossard. Et les deux dossards doivent être portés en tout temps, sauf que dans les épreuves de saut, ils décident de quelle position. Comme là, il y a une similitude avec les autres. La seule problématique qu'on va avoir, c'est au niveau du dossard qui soit visible sur la chaise roulante, sur la chaise de lancer ou la bicyclette de course, là, dans certains cas, selon les handicaps. Certains athlètes courent avec des tricycles et des choses comme ça qui peuvent être problématiques de la disposition où on peut les mettre et qui peuvent être visibles. Et en bas, vous allez voir, là, c'est le numéro du règlement là, qui est spécifique au para-athlétique. Les lunettes pour les aveugles, pour les personnes avec une classe T11 ou F11, ils doivent porter des compresses. Les yeux doivent être couverts, en plus de porter des lunettes opaques. Et ces lunettes opaques-là ne doivent pas permettre aucune lumière de traverser ces lunettes-là. Dans tous les cas, c'est tout vérifié à la chambre d'appel et ces choses-là peuvent être vérifiées n'importe quand, avant, pendant l'épreuve ou même après l'épreuve. Il peut y avoir des vérifications par les officiels ou par les délégués techniques là, durant la compétition. Et l'athlète doit porter ses lunettes, ses compresses à partir du moment qu'il sort de la chambre d'appel. Il dit que les officiels à la chambre d'appel ont une vérification à faire par rapport à ça. Ce que je viens de dire. Jusqu'à la fin de l'épreuve, ils ne peuvent pas enlever l'épreuve. La seule chose qu'ils peuvent enlever, c'est entre les concours, par exemple, en saut en longueur ou en hauteur ou peu importe, là. Et dans les épreuves de concours, ils peuvent enlever les lunettes, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas enlever les compresses qui couvrent les yeux par rapport à ça, mais ils peuvent enlever leurs lunettes entre les essais. Dans les concours, on parlait du cordon tantôt, la nouvelle règle, c'est que l'athlète T11 et T12 doivent être attachés par une corde ou un cordon
ensemble du début jusqu'à la fin de l'épreuve. Ils doivent compléter l'épreuve. Ils doivent compléter ensemble par rapport à ça. Et ça, c'est hyper important que ça aussi, c'est vérifié à la chambre d'appel, mais aussi durant les concours, pas les concours, mais durant les courses, l'athlète doit être attaché. Fait que, à partir de ce moment-là, les officiels doivent vérifier comme quoi qu'ils ont bel et bien le cordon et ils le tiennent de la façon qu'ils veulent. Ils peuvent le tenir avec un doigt, une main, un bras. Ça, c'est pas grave, mais pourvu qu'ils soient attachés un avec l'autre par rapport à ça. Comme je disais tantôt, ils doivent demeurer attachés du départ jusqu'à la fin, jusqu'après avoir traversé la ligne d'arrivée. Sauf exception, dans certains cas, ils peuvent changer selon les distances, ils peuvent changer de guide durant la course. Là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'attacher. Et ce principe-là, c'est pour assurer la sécurité des participants et des officiels. Et c'est hyper important. Puis au niveau de la règle, on va savoir si l'athlète ils ont encore le cordon. Des fois, au photo finish, on peut les voir sur la photo, savoir, il peut y avoir une vérification. Mais des fois, selon la position des bras, des deux bras, on peut voir sur le photo finish s'ils se tiennent encore. Là, par rapport à ça, ce qui pourrait aider les officiels à l'arrivée. Vous voyez maintenant le nouveau cordon qui est accepté. L'important, c'est qu'il y a une distance de 10 cm qui recouvre, qui sont entre les deux boucles qui tiennent, comme je disais tantôt, qui tiennent les deux athlètes ensemble, soit par la main ou soit par la main ou le doigt ou une main ou le bras au complet. Ça n'a pas d'importance pourvu que, comme je disais tantôt, qu'ils se tiennent ensemble. Il y a 10 cm qui séparent. L'important là-dedans aussi, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une bande d'élastique. Il ne faut pas que les gens se tirent. Et le guide suit l'athlète. Il ne peut pas le tirer, il ne peut pas en tirer avantage, il ne peut pas le tasser à part verbalement, mais il ne peut pas le tirer d'un bord ou l'autre de la piste pour éviter ou des choses comme ça. Vous allez voir la prochaine chose, prochaine diapo. C'est la même chose qu'on a au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, que l'athlète peut sortir d'un corridor, peut empiéter à l'extérieur des corridors sans en tirer l'avantage. C'est sûr que si l'athlète, quand il a tiré l'avantage, c'est la personne qui passe dans la demi-lune, il passe par-dessus la liste, il passe dans la demi-lune et il vient ressortir de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a un avantage. Fait que même s'il a sorti son corridor, il n'est pas obligé d'être en ligne droite, mais là, il y a eu un avantage certain là, au niveau de son corridor en pilant à l'intérieur de la piste par rapport à ça. Relais 4x100 unifié. Qu'est-ce qu'on appelle unifié? C'est au niveau des parathlétiques, ils ont voulu augmenter le nombre d'équipes nationales parce que dans le championnat du monde, il y avait des problèmes de compléter les équipes et aussi de s'assurer qu'on croit que la survie de l'épreuve parce que dans certaines classes, il n'y avait pas assez d'athlètes par rapport à ça. Fait qu'ils ont sorti un règlement qui leur permet de faire des relais 4x100 unifiés. Qu'est-ce qu'on parle unifié? C'est des relais qui permettent à mettre plusieurs classes ensemble par rapport à ça, avec des handicaps différents. Fait que, on va le voir sur celle-là. Au niveau de ça, c'est que ça prend 2 hommes, 2 femmes. Et vous pouvez voir la classification qu'on a différente, qui n'est pas unique. Mais c'est ça. Fait que, puis après ça, le maximum d'athlètes, ça te prend 2 maximums dans ces classes-là qui sont en bas, T13, T36, T47, T38 et T54. Puis le reste des athlètes peuvent être pris dans n'importe quel autre handicap, excusez, par rapport à ça. Ça, on a l'ordre de la classification des athlètes qui sont ce qu'on appelle unifiés. Et on peut aussi, quand on nomme 2 hommes, 2 femmes, c'est mixte. Et il y a aussi la possibilité de mettre des courses mixtes aussi par rapport à ça. Au niveau des zones d'échange, eux aussi, ils ont fait un changement au niveau de la réglementation. Au niveau de la réglementation,
ils ont fait des zones d'échange de 30 mètres. Ils ont agrandi la zone de 30 mètres. Ce que vous pouvez voir sur la photo, c'est qu'il n'y a plus de zone d'accélération au 4x100. C'est une zone complète. L'échange peut se faire à partir du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de zone d'accélération. C'est que les équipes partent à la ligne puis ils vont s'échanger à l'intérieur du 30 mètres par rapport à ça. Et la dernière zone d'échange, vous allez voir sur la dernière zone d'échange, c'est de 40 mètres pour donner plus d'excitation et permettre plus de gens au niveau des relais mixtes d'avoir un 40 mètres de zone d'échange par rapport à ça. Et au niveau des relais, de fauteuil roulant, c'est 40 mètres dans toutes les zones d'échange par rapport à ça, parce qu'en fauteuil, comme il roule, ça leur permet de faire un échange plus grand, ça leur prend plus d'espace faire ça. Comme vous voyez, il n'y a plus de zone d'accélération de 20 mètres et 20 mètres après. C'est une zone de 40 mètres. Et à l'intérieur de ça, ils partent à la ligne comme les gens, comme les autres handicaps, ils partent à la ligne et ils décollent à l'intérieur de ça. Accomplissement des essais au niveau des concours. Au niveau des concours, maintenant, il y a une similitude avec aussi avec la Fédération internationale. C'est au niveau des juges, si jamais ils pensent que l'essai, d'attendre que le drapeau blanc, que l'essai soit terminé. C'est quand ils sont terminés, c'est que l'athlète en longueur soit sorti du pit de saut en longueur, du plateau du carré de sable du saut en longueur. Et puis, si jamais il se trompe, l'officiel peut changer de décision s'il pense qu'il a levé le mauvais drapeau, il peut changer de décision. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire avant? Ça aussi, ça vient d'être changé là, cette année là, pour permettre à l'officiel, si jamais il a commis une erreur au niveau de la couleur du drapeau, qu'il puisse le changer de façon immédiate là, sans aucun problème. Bien sûr, au niveau du temps imparti pour les essais, le chef juge indique à l'athlète quand tout est prêt pour commencer son essai et le délai commence à partir de ce moment-là. On va voir un peu plus loin qu'à partir du moment où l'athlète va s'attacher, surtout s'attacher au lancer, des choses comme ça, et que en longueur ou en hauteur, que la barre soit remise, c'est à partir du moment que tout est prêt pour l'athlète que le temps va partir. Et seulement à ce moment-là, par rapport à ça. Et si l'athlète, ça c'est important, si l'athlète décide de ne pas passer, de passer l'essai, l'officiel va être considéré comme une faute tant qu'il doit mettre le temps, le 30 secondes ou peu importe le temps imparti qui est à son essai. Il doit partir l'horloge ou le chronomètre, puis à partir de quand ce temps-là est échu, c'est là que la faute va être comptée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, OK, c'est une faute, on passe tout de suite à l'autre athlète. L'important, c'est que l'athlète soit conscient comme quoi et les officiels doivent être conscients comme quoi que c'est seulement après que le temps soit arrêté, fini, que le drapeau rouge va se lever pour dire comme quoi que c'est une faute. Et pas avant ça, parce que l'athlète peut décider de venir sauter par rapport à ça, tant que son temps n'est pas imparti, n'est pas dépassé par rapport à ça. Le temps imparti pour les essais, vous avez le tableau, plus que 3 athlètes, vous voyez à hauteur, haute épreuve, puis assis, c'est 30 secondes par rapport à ça. On a une petite note en bas, qu'on croit qu'entre le 3e et le 4e essai pour les épreuves de lancer assis, qu'il y a 1 minute de plus entre cet essai-là pour permettre à l'athlète de respirer un peu par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau du saut en hauteur, que même si l'athlète a gagné, il doit sauter,
Et s'il y a une tentative de relais, de record du monde ou un autre record comme canadien, le temps imparti sera augmenté d'une minute. C'est-à-dire qu'il y aura 1 minute 30 dans son, il y aura 1 minute de plus dans son cas si jamais il y a un record du monde. Et ça aussi, c'est la même chose, c'est l'équivalent du règlement de la Fédération internationale. Au niveau assis, l'athlète, son temps va partir uniquement quand que l'athlète va être attaché et que l'officiel aura donné la chaise attachée, bien attachée, puis l'athlète bien attaché dans sa chaise, et que l'officiel aura donné à l'athlète l'engin et que l'officiel se retirera du cercle ou de la cage, puis dire à l'athlète, OK, tout est prêt, tu peux lancer. C'est là que le temps des parties va débuter en fonction du nombre d'athlètes là, par rapport à ça. C'est là que l'athlète va pouvoir, son temps va pouvoir être parti au niveau du chrono. Pas nécessairement. Et c'est sûr que les officiels doivent vérifier voir si l'air de lancer est prêt à recevoir l'athlète par rapport à ça. Au niveau de la chaise de lancer assise, l'athlète peut avoir une barre verticale rigide qui va lui permettre de faire, puis cette barre-là ne doit pas être fléchie ni courbée pour l'avantager. Il ne doit pas avoir dans un morceau, là, il ne doit pas avoir de genre de spring, là, de ressort là, dans ce poteau-là pour permettre de l'avantager. Il n'y a aucune limite de la longueur de la barre verticale par rapport à ça. Et vous allez voir surtout ça en lancer, là. Vous ne verrez pas ça dans les autres, surtout en lancer assis, là, par rapport à ça. Et vous pouvez voir comme quoi que l'athlète F31, F33, 51, 53 pourront avoir la main attachée par un système quelconque, du tape ou par rapport à ça, là, ils pourront être attachés à la barre. C'est les seuls qui pourront être, sinon par rapport à ça. Juste revenir un peu en arrière. Juste vous dire comme quoi que dans un certain cas, surtout l'athlète qui se voit remettre l'engin, le temps et l'officiel ne peut pas laisser l'engin sur les cuisses de l'athlète. Il doit lui donner en main propre. Il doit lui donner dans les mains. Parce que son temps est parti. Il va partir seulement à partir du moment que l'athlète a possession de l'engin pour familiariser, être sûr qu'on voit que l'athlète a bel et bien l'engin dans les mains. Parce que dans certains cas, des fois, la prise n'est pas nécessairement bonne, là, mais il doit s'assurer, on doit s'assurer qu'on voit que l'athlète ait bel et bien l'engin dans ses mains avant de sortir, avant que l'officiel sorte du cercle ou de la cage et que là, à partir de là, le temps, son chrono va partir. Des questions? Je vois pas les questions. Il y avait juste une question parce que le son était comme un peu intermittent, mais ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte questions. La présentation, en plus que les slides, puis quelques autres documents que David Weicker avait partagés, qui vont être traduits, vont être sur le site d'Athlétisme Canada la semaine prochaine. Puis Serge va envoyer le lien pour ça la semaine prochaine. Right? Oui. OK. Il y a quelqu'un qui lève la main. Hélène. Ouais. Juste parce que vous pouvez écrire la question, Hélène, ça serait bien.
Je sais pas si Hélène va poser la question ou non. Ah, ok, voilà. Le temps pour son essai est aussi pour le premier essai. Serge? Pardon, est-ce que j'ai pas compris? Ouais. Le temps pour son essai est aussi pour le premier essai. Oh, ça c'est pas Hélène, ça c'est Pritam Singh. Je sais pas. Est-ce que peut-être tu peux préciser c'est sur quel règlement Ça, je sais pas si tu peux comme peut-être revenir en arrière pour s'il y a un slide pour le qui parle de temps pour essai. Oui. C'est là. Oui. Ok. Euh, oh, alors, il semble que est-ce que c'est le même pour le premier essai, le temps? Oui. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Ici, ce que je peux voir, là, Pritam, pour répondre à la question, c'est la même chose que la Fédération internationale. C'est qu'ils ont réduit à 30 secondes les essais pour les. La seule chose, c'est que tu ajoutes une minute entre le troisième et le quatrième essai du lancer, des lancers assis. C'est la seule chose qui diffère. Ok. Le 15 secondes compte, le drapeau à 15 secondes, c'est la même place. C'est à 15 secondes de la fin de l'essai. Ok, il a répondu ok. Hélène a une question. Est-ce que l'athlète peut allonger son temps de repos en attendant pour prendre l'engin? Ben, l'officiel devra juger que dans le cas, par exemple, si on voit comme quoi qu'il y a une exonération, ben, l'officiel, le chef juge ira parler à l'athlète en question comme quoi qu'il ne peut pas nécessairement attendre là, vivant maternam là, au niveau de son essai. Devra prendre, puis si ça ne marche pas, mais l'arbitre de lancer, il est là discuter avec l'athlète en question, là, mais il ne peut pas à un moment donné prendre seulement 3 jours ou 1 heure pour prendre l'engin. Là. Ok. Juste s'assurer comme quoi qu'il embarque dans des questions raisonnables. Oui. Ok. Alors, c'est question pour les officiels de faire un jugement sur Oui, ça. Ok. c'est ça. Ok. And says ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. On va prendre fin, mais si vous pensez à des questions après, vous pouvez les envoyer à moi ou à Serge. Et vous pouvez voir encore la présentation sur le site d'Athletics Canada la semaine prochaine. Right, Serge? Oui, oui, oui. Ok. Cool. Ben, parfait. Merci. Merci à tout le monde pour être venu et on va essayer de faire ça plus régulièrement pour avoir juste des informations pour les officiels euh, dans des différents sujets. OK? Merci beaucoup à tout le monde. OK, merci.